On a déjà lancé. On a déjà lancé. Oh, mais vous ne me visez pas. Avec quelques minutes de retard, toutes nos excuses. Mesdames et messieurs, voici l'ossature du journal magazine de ce dimanche 18 mai 2014. En ce jour de travail dans la partie nord du pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive tout à l'heure à Etumbi, dans le département de la Cuvette-Ouest. Denis Sassou Nguesso arrive à Etumbi après les étapes d'Oyo et celles d'Evo. Peu avant l'arrivée du chef de l'État, dans ce journal magazine, nous aurons en direct d'Etumbi Ben Opena, l'un des journalistes de Télé Congo qui se trouve sur place à Etumbi. L'Afrique réclame 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'une des décisions de la réunion du comité des 10 pays africains sur les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de se tenir à Oyo dans le département de la Cuvette. Sur le plan économique, la chaîne des transports respire l'air de la vitalité, en tout cas au lendemain de l'accostage au port autonome de Pointe-Noire d'un gros porteur, un bateau transportant près de 6000 conteneurs. Le gouvernement congolais a signé hier à Brazzaville un accord pour concéder au groupe français Necotrans l'acconnage et la manutention au port de Brazzaville. La relance de la culture du palmier à l'huile en République du Congo, la société EcoOil qui vient de racheter les plantations de l'ex-Songa Palm et de la Société nationale des régies du Congo vient de lancer des vastes pépinières pour relancer la culture du palmier à l'huile en République du Congo. Le premier dossier de la semaine portera sur les atouts de la filière du palmier à l'huile en République du Congo. Le reportage de la semaine, quant à lui, portera sur la découverte de Victor Ngwende, un océan autochtone. Ça se passe au village Madibungu, dans le département de la Songa, dans le district de Pokola. Objet de la curiosité, notre enseignant autochtone alterne le français et la langue maternelle pour faire assimiler certaines notions aux élèves. À découvrir dans ce journal également le contenu des journaux de la semaine. Ce sera à travers la revue de la presse que nous présentera Christian Ngamialo. Mesdames et messieurs, voilà le statut de notre édition magazine. Ce journal s'ouvre par Etumbi dans le département de la Cuvette-Ouest où dans quelques minutes arrivera le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'un des journalistes de Télé Congo, Ben Opena, est sur place à Etumbi. Ben Opena, vous qui êtes à Etumbi, quelle est l'ambiance quelques minutes avant l'arrivée du chef de l'État? Oui, bonjour Ben. Bonjour Antoine Mbedja. Vous êtes à Etumbi et le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, arrive à Etumbi dans quelques minutes. Quelle est l'ambiance qui prévaut sur place à Etumbi en ce moment-ci? Oui, Antoine Mbedja, incontestablement, Antoine, la communauté de la Cuvette-Ouest a tenu le pari, celui de réserver un accueil digne des beaux jours à ce bâtisseur infatigable qui est Denis Sassou Nguesso. La ville de Etumbi s'est revêtue de sa plus belle robe aujourd'hui. Elle sera pour la circonstance la capitale de la Cuvette-Ouest. Des artères minutieusement assainies, Antoine, comme sait le faire l'administrateur maire de cette communauté urbaine. Des fichiers de Denis Sassou Nguesso placardés contre les maisons. Plusieurs banderoles déployées dans toute la ville, sur lesquelles on peut lire « Nous soutenons Denis Sassou Nguesso pour ses actions concrètes » ou encore Etumbi, ville nouvelle, souhaite la bienvenue au couple présidentiel. En ce qui est de la mobilisation, Antoine, des officiels, on aperçoit quelques membres du gouvernement qui ont accompagné le chef de l'État, parmi lesquels le ministre d'État Purme Ayessa, le ministre Elo Mampouya Macho, Rigobert Mabungo, Catherine Ebunta, député, pour ne citer que ceux-là. Et du côté de la population, Antoine, depuis hier, on a enregistré l'arrivée massive des délégations de Kélé et Mbomo. Et à l'intérieur, quelques partis politiques de la majorité présidentielle se sont invités aussi à côté des nombreuses associations, parmi lesquelles Association Bana Pointe-Noire, les bénévoles du district d'Etumbi et une trentaine qui arborent Poncarde en Bézamokia. Les confessions religieuses aussi et sont de la partie. Et de l'animation est à son comble, comme vous pouvez l'entendre. Les ensembles tradis modernes rivalisent de talent avec les groupes folkloriques, les orchestres. Le parc automobile est presque découplé ici à Etumbi et la circulation est très intense. C'est vraiment une série, Antoine. Les populations d'Etumbi heureuses a vu chacune de ses fils et filles en dimanche, surtout promettant un accueil chaleureux à leur président, Denis Sassou Nguesso. Ainsi, le décor
est bien placé pour cette cérémonie. Et Antoine, j'oublie pas qu'à cette série s'est joint naturellement la crème politico-administrative de la cuvette Ouest en provenance de Brazzaville. Les cadres avaient juré d'honorer le président pour l'œuvre combien grandiose qu'il a réalisé et qu'il continuera de réaliser avec le prolongement de la route Etumbi-Mbomo qui va de Mbomo jusqu'à Mboko, Antoine Lambedja Mokia. Oui, Ben, on sait que la population de la cuvette Ouest est décidée à accorder un accueil chaleureux au chef d'État parce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a contribué à désenclaver la cuvette Ouest, allusion faite à la route Etumbi-Makwa. Ben Opena, le chef d'État arrive dans quelques minutes. Quel est le programme du chef d'État à Etumbi? Bon, mais d'après le protocole, il est prévu, après l'arrivée du chef de l'État, il s'offre un bain de foule et il passe en revue les groupes d'animation. Et à la fin de cette petite randonnée, de cette petite visite, il se repose. L'après-midi sera consacré à la rencontre du chef de l'État avec les sages, les notables et autres personnalités de la localité. Et c'est demain que le chef de l'État procédera à l'inauguration de la route Etumbi-Makwa et posera donc la première pierre de la construction de la route, du prolongement de cette même route vers Mbomo et Mboko. Et après quoi, le président se branlera vers Makwa pour la suite de son périple dans cette partie du pays. Antoine Lambedja Mokia. Merci Ben Opena et bon séjour de travail à Etumbi. Merci à vous Antoine Lambedja. Voilà, c'était Ben Opena, l'un de nos envoyés spéciaux à Etumbi dans le département de la Cuvette Ouest. Et Denis Sassou Nguesso arrive donc à Etumbi en provenance d'Evo, toujours dans le département de la Cuvette Ouest, où il séjournait depuis hier. En tout cas, dès son arrivée à Evo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a visité les premiers kilomètres bitumés de la route Evo-Bunji, longue de 80 km. Ambiance à Evo, Alain, bienvenue au Bargui. L'ambiance est à la grande fête ce samedi 17 mai 2014 sur l'esplanade de l'aéroport d'Evo à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans la cuvette ouest, deuxième étape de son séjour de travail dans la partie nord du pays. Le couple présidentiel arrive au chef-lieu du département pour un séjour de 24 heures qui le conduira du 18 au 19 mai 2014 à Etumbi où le chef de l'État Denis Sassou Nguesso procédera au lancement des travaux de construction de la route Etumbi-Mbomo et à l'inauguration de la route Etumbi-Makwa, longue de 98 km. Dans l'après-midi, le président de la République et son épouse sont allés prendre la mesure de l'état d'exécution du chantier de la route Bunji-Evo, longue de près de 80 km. Le constat sur le terrain est satisfaisant. Les travaux de bitumage sont réalisés à 70% et arriveront à leur terme d'ici fin septembre 2014. Notons que l'État congolais a mis en jeu près de 67 milliards de francs CFA pour la construction de cette route. Voilà, le chantier est déjà exécuté à près de 70%. Il faut signaler que les travaux de la route Evo-Bunji ont été confiés au groupement Andrade Gutiérrez et Escom, longue de 80 km, coût global des travaux, plus de 76 milliards de francs CFA. À ce jour, les délais contractuels sont déjà dépassés car le groupement Andrade Gutiérrez et Escom, qui livrent une véritable bataille contre la nature, doit aussi faire face à une forte pluviométrie dans cette partie du pays. Constat, une fois de plus, Alain, bienvenue au Bargui. La reconquête de l'espace national ou le désenclavement de l'arrière-pays n'est pas une entreprise facile. Sur le chantier de construction de la route Bunji-Evo, 80 km de long, les ouvriers du groupement des entreprises Andrade Gutiérrez et Escom livrent une véritable bataille contre la nature. De Bunji Centre à Ekami, en passant par Ekembe et Ngoni, les travaux avancent timidement à cause de la forte pluviosité. Autant de bourbiers à franchir. Et le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ne lésine pas sur les moyens pour sortir de l'isolement les populations situées tout au long de cette route. À partir d'Ebela jusqu'à Tchongo pour quitter le district de Bunji, les travaux de bitumage sont en cours de finition. Le pont en béton armé sur la rivière Kouyou est complètement achevé, à la grande satisfaction des populations riveraines. Ça, nous sommes très satisfaits parce que
Et dans le temps, on ne voyait même pas les véhicules. Ici, là, les véhicules sont bougés par-ci, par-là. Nous sommes dans la joie, parce que déjà, il y a la route. Sur l'axe Evo, la route est entièrement bitumée, avec une victoire spectaculaire sur la montagne Aparanké, qui autrefois narguait les conducteurs, même les plus aguerris. Sauf imprévu, et à en croire le chef de mission de contrôle des GIS international, Jean-Marie Guillaumard, les travaux de construction de la route Bunji-Evo arriveront à leur terme d'ici la fin de l'année 2014. Voilà, bitumer les 80 km de la route Evo-Bunji, c'est un pari qui est sur le point d'être remporté par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Autre défi relevé par le président congolais, Denis Sassou Nguesso, et les autres chefs d'État africains, c'est obtenir des sièges permanents et non permanents au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion du comité des États africains qui réfléchit sur les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue vendredi dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. C'était sous la direction d'Ernest Vai Koroma, le président Cyril Léonet. Président Alain Bienvenu au Bargui et Jocelyn Patrick Gombe. Les grandeurs macroéconomiques de ces 10 dernières années placent l'Afrique au rang des partenaires privilégiés dans le système économique mondial. Le paradoxe, c'est qu'au niveau des Nations Unies, l'Afrique est quasiment absente dans les instances de prise de décision, alors que les 2 tiers des délibérations de cette organisation internationale concernent l'Afrique. Aussi, les chefs d'État et de délégation du groupe de 10 de l'Union africaine, réunis pour la première fois ce vendredi à Oyo, souhaitent-ils donner un signal fort à l'endroit de la communauté internationale sur leur engagement vers la réforme du système des Nations Unies, notamment une représentation équitable au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle de 1945, la grande absence de l'Afrique au plan international a été jusqu'ici remarquée. Le temps nous paraît venu de mettre fin à la marginalisation de ce continent d'avenir. Cette injustice historique mérite d'être réparée à l'heure où tous les indicateurs plaident en faveur de cette zone considérée comme la nouvelle frontière du développement. L'Afrique doit parler le même langage dans sa revendication légitime de la reconnaissance de la place qui lui revient sur l'échiquier international. C'est l'une des recommandations de la réunion du Comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Africains veulent d'une répartition équitable et l'élargissement des membres du Conseil de sécurité. L'Afrique, c'est le seul continent qui participe à toute l'activité des Nations Unies, y compris aux opérations de paix et de sécurité en Afrique, et qui n'a pas un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons fait savoir que l'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique de 1945. If there's going to be a continuation of the veto power, we are also entitled to it. This is a position. La position africaine est claire et nous l'avons déjà dit auparavant. Nous avions pris la décision donc, lors de la réunion des élus unis. Ici, nous sommes venus simplement pour renforcer cette décision. Nous sommes ici pour demander 2 sièges permanents au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et s'il y a toujours ce pouvoir de droit de veto, nous demandons aussi en avoir droit. Le C10, ainsi que l'ont décidé les chefs d'État, continuera à se réunir en dehors des sommets sur une base rotative en vue toujours de promouvoir la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité. Voilà, merci. Bienvenue au Bargui et Jocelyn Patrick Gombe. Il faut signaler que la tenue de la réunion du comité des 10 en terre congolaise est une preuve du rayonnement de la diplomatie congolaise. Un autre indice pour le rayonnement
Un autre indice qui témoigne du rayonnement de la diplomatie congolaise, c'est l'inauguration de l'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire cette semaine par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Basile Ikwebe, qui était aussi porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Des précisions dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Congo a indiqué que son séjour en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le prolongement de la visite d'État que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectuée l'année dernière à Brazzaville. Visite au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères ont été instruits de préparer la visite d'État du chef de l'État congolais en Côte d'Ivoire au cours de cette année 2014. Je viens de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour lui transmettre un message écrit de son frère et ami, le président Denis Sassou Nguesso, pour préparer une visite officielle du chef d'État congolais ici, au cours de cette année, et visite au cours de laquelle pourrait se tenir la première session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. À l'occasion de la visite du chef d'État ivoirien au Congo, il avait été fait une annonce solennelle par le président Sassou Nguesso, c'est l'ouverture en 2014 d'une ambassade du Congo en Côte d'Ivoire. À l'occasion de mon séjour, j'ai procédé avec mon homologue à l'ouverture officielle de cette ambassade qui est devenue fonctionnelle. Nous avons échangé sur les projets d'accord qui pourront être signés à l'occasion de la tenue de la commission mixte qui coïncidera avec la visite du chef d'État congolais ici. La date sera trouvée de commun accord entre les deux hautes autorités, mais je peux déjà vous dire que ce sera cette année, en tout cas avant la fin de l'année. Inauguration de l'ambassade de la République du Congo à Abidjan, Mputo. La page du consulat vient ainsi d'être tournée avec tout ce que cela comporte comme désagrément. L'achèvement des travaux de construction de l'ambassade concrétise la promesse du président Denis Sassou Nguesso faite lors de la visite du président Alassane Ouattara à Brazzaville en 2013. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo ont été établies en 1975. Depuis cette date, plusieurs accords unissent les deux pays. L'un des faits marquants de cette coopération d'amitié est le choix opéré par nos deux chefs d'État de favoriser davantage le rapprochement de nos plus grandes villes, Brazzaville et Abidjan, par l'ouverture de nos compagnies aériennes. En marge de cette inauguration, Basile Ikwebe a eu un tête-à-tête avec le ministre ivoirien de l'intégration. Une séance de travail pour préparer la prochaine visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire. Actualité nationale toujours, Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti congolais du travail, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso au président angolais José Eduardo dos Santos, est rentré hier samedi de Luanda. Que peut-on retenir de cette rencontre entre le secrétaire général du Parti congolais du travail et le président angolais? La réponse dans ces notes de voyage de notre envoyé spécial à Luanda, Boris Iloïbara. Luanda, la capitale angolaise, ce 14 mai 2014. Les portes de la présidence de la République ont été ouvertes au secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, qui a été reçu par le président angolais José Eduardo dos Santos. Le secrétaire général du PCT a été porteur d'un important message du président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue angolais, José Eduardo dos Santos. Très souriant, synonyme de joie, le président angolais était très détendu au cours de son entretien avec le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo. Le MPLA et le Parti congolais du travail sont deux partis qui contiennent de longues traditions d'amitié, de lutte. Et ce sont deux partis au pouvoir. Le MPLA en Angola, le PCT au Congo. À l'occasion de notre voyage
en Angola auprès de nos amis du MPLA, le président de la République du Congo, qui est président du comité central du Parti congolais du travail, a saisi cette opportunité pour passer un message à son frère et ami, président Eduardo dos Santos, président de l'Angola et président du MPLA. Et nous avons été reçus par son excellence, le camarade président Eduardo dos Santos, pour lui transmettre le message de son frère et ami. Et nous avons bénéficié des conseils, des orientations du camarade président dos Santos dans le cadre du travail qui doit se faire entre les deux partis, le Parti congolais du travail et le MPLA. Et le camarade président Eduardo dos Santos espère que les deux partis vont impulser une dynamique nouvelle qui devrait aussi favoriser le développement des relations, non seulement entre nos deux peuples, mais surtout entre nos deux gouvernements. Le Congo et l'Angola entretiennent de très bonnes relations depuis de longues dates. Voilà, après la rencontre avec le président angolais, Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti congolais du travail et le secrétaire général du MPLA, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, ont signé un accord qui non seulement donne une base juridique à la coopération entre les deux parties, mais aussi donne une nouvelle impulsion à cette coopération. Les noms de voyage de notre envoyé spécial à Luanda, Boris Silo Ibarra. Le nom de Boris Silo Ibarra n'est pas en place, mais toujours en politique. Il faut signaler que Guy César Wilfried Nguesso, le fondateur du Club 2002 Pur, reste toujours à la présidence de ce parti. En tout cas, il est maintenant à la tête d'une instance qu'on appelle le Conseil de surveillance. Contrairement à ce qu'il avait dit avant, l'homme accepte de concilier la vie personnelle avec les activités politiques. C'est le résultat du congrès, du premier congrès extraordinaire du Club 2002 qui s'est tenu à Brazzaville. Plus d'explications dans ce reportage qui porte la signature de Nevi Christnel Mundelingolo. Les 2 jours de travaux du premier congrès extraordinaire du Club 2002 Pur ont abouti à la mise en place de nouvelles instances dirigeantes du parti, à savoir le Conseil de surveillance qui a pour entre autres missions d'orienter et de veiller au fonctionnement harmonieux des structures du parti. Il compte 9 membres et est présidé par Guy Wilfried César Nguesso. Le secrétariat permanent, l'organe exécutif, compte 29 membres et a pour secrétaire général Juste Désiré Mondélé. La Commission nationale de contrôle et d'évaluation veille au strict respect des textes fondamentaux du parti. Il compte 7 membres et est présidé par Lambert Lokenya, ainsi qu'un bureau politique de 103 membres. Il vous appartient désormais, à vous, nouveaux élus, de rendre le parti plus fort, uni et solidaire derrière son Excellence Denis Sassou Nguesso pour une nouvelle République. J'y veillerai personnellement. Au nom des congressistes, je réitère l'ancrage du Club 2002, Parti pour l'unité et la République dans la majorité présidentielle. Après moult sollicitations, le président du conseil de surveillance a accepté de concilier mission pastorale et responsabilité politique. Pour ma part, en tant que président du conseil de surveillance, nouvel organe que vous venez d'adopter dans nos statuts pour me permettre, selon vos souhaits ardents, de concilier mes responsabilités politiques et ma mission pastorale. Je reste garant du bon fonctionnement de notre parti. Pour tous les congressistes, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Ce premier congrès extraordinaire tenu sous le thème « L'avenir en marche pour une nouvelle République avec Denis Sassou Nguesso » a permis l'adoption de 3 motions, dont celle relative au changement de la Constitution du 20 janvier 2020. Ce congrès s'est achevé sur une note de satisfaction.
Voilà, c'était le premier congrès extraordinaire du club 2002 pur, un reportage de Nevi Christnel Mundilingolo. Actualité parlementaire, les sénateurs ont bouclé le 14 mai dernier à Brazzaville la 27e session extraordinaire du Sénat. C'était sous la direction d'André Obamitou, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, qui a salué en tout cas la moisson du travail abattue par les sénateurs. Précision, Félix Tchoumou. Séance plénière, marathon et cérémonie de clôture nocturne ont marqué la dernière journée de la 21e session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement, chambre qui a d'abord examiné et adopté les 15 affaires restantes avant de procéder à la clôture officielle de la session dont la moisson est à la hauteur des attentes. Les venants sénateurs ont examiné et adopté toutes les 19 affaires, c'est-à-dire le projet de loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique, le projet de loi portant création d'un établissement public administratif dénommé Fonds de garantie automobile, les 7 projets de loi portant approbation des contrats de partage de production, les 5 projets de loi portant approbation des avenants aux contrats de partage de production et aux conventions d'établissement, les 5 projets de loi relatifs aux accords de financement et de dons, le projet de loi relatif à l'accord de prêt de financement du projet d'électrification rurale. On retiendra notamment pour l'ultime séance l'adoption du projet de loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique qui tend à mettre le Congo au diapason des enjeux majeurs actuels. Le projet de loi sur le financement du projet d'électrification rurale vise quant à lui l'approvisionnement du pays en électricité de qualité et en quantité suffisante pour être accessible à tous, tandis que l'adoption d'une multitude de projets de loi relatifs au domaine pétrolier devrait permettre de booster notre production d'or noir qui a baissé. C'est donc un travail énorme et remarquable que les sénateurs ont abattu au cours de la présente session extraordinaire. Vénérables sénateurs et chers collègues, au moment où nous allons nous séparer, je saisis cette occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances parlementaires. Avant de se séparer, ils ont à l'unisson chanté l'hymne national dont le son du premier couplet s'est élevé dans l'immensité du palais des congrès gagné par la nuit. Voilà, restons toujours au niveau du Parlement congolais, cette fois-ci au niveau de l'Assemblée nationale, qui a bouclé le 14 mai dernier la 2e session extraordinaire. Une session qui a permis aux députés d'adopter plusieurs projets de loi à caractère économique et social. Le bilan de cette session avec Cyril Safoubachi. Débuté le 30 avril dernier, c'est ce 14 mai que les travaux de la 2e session extraordinaire de la 13e législature de l'Assemblée nationale ont pris fin. Les députés peuvent se féliciter des résultats obtenus. Les 18 affaires inscrites à cette session ont été votées. Selon la synthèse faite par le 2e secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kinumbi Kiambungu, les lois adoptées ont permis à la fois au Congo d'établir les nouveaux partenariats dans le domaine du partage de pétrole entre la SNPC, Total EP Congo, Eni Congo SA, Africa Oil, de renforcer le processus d'amélioration de la santé maternelle, les activités du PDRP, créer un fonds de garantie automobile et de doter le Congo d'un instrument juridique d'orientation et de programmation de la modernisation de la force publique. De son côté, Justin Kumba a saisi cette occasion pour préciser aux députés l'agenda de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un agenda marqué par la tenue les 26 et 27 mai de la 22e session de l'Assemblée régionale Afrique qui réunira les présidents des assemblées nationales des pays d'Afrique francophone. La régionale Afrique aura pour autre thème le rôle des parlementaires dans la gouvernance en Afrique francophone, les constitutions post-transition et gouvernance démocratique en Afrique francophone. La 22e Assemblée régionale Afrique se donne la mission de scruter froidement l'horizon futur pour ce qui est de notre continent, du moins dans l'espace francophone, et apprécier les performances ainsi que l'efficacité dans le temps des régimes constitutionnels issus de transitions démocratiques dans le contexte spécifique de chaque pays, en tenant compte des multiples défis de développement auxquels
leurs dirigeants sont confrontés. Il s'agira aussi d'anticiper sur les événements et de prévenir les dérives potentielles dans la gouvernance du pays de l'espace francophone africain. Le dernier rendez-vous de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est la conférence parlementaire de haut niveau sur les dérèglements climatiques du 28 mai 2014. Merci Cyril Safoubachi. La page économique de cette édition magazine s'ouvre par cet accord qui a été paraphé hier samedi à Brazzaville par le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Isidore Mvouba, et le PDG de Benver Group. L'accord porte sur la construction d'une nouvelle raffinerie au Congo. Les termes de cet accord dans ce reportage signé Diop Mbongo. D'une importance très prononcée pour le Congo, représenté par le ministre d'État Isidore Mvouba, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, et André Raphaël Luemba, ministre des hydrocarbures, avec l'implication sincère pour la société Benver Group, représentée par son PDG, M. Mardoché Loubov. La signature de cette convention de partenariat consiste à créer la société anonyme régie par la loi de la République du Congo, dénommée Benver Raffinage Congo, qui exercera ses activités dans le secteur du raffinage du pétrole brut pour la production des produits pétroliers. L'objectif de cette société est de produire à partir du pétrole brut et de commercialiser les produits pétroliers et l'électricité. Conscient des enjeux de cette convention de partenariat, le ministre André Raphaël Luemba ainsi que le PDG du groupe Benver donnent ici l'intérêt de cette convention. L'accord concernait la construction d'une nouvelle raffinerie. Et vous savez que une nouvelle raffinerie serait une bonne chose parce que nous avons aujourd'hui besoin de plus en plus de produits pétroliers raffinés pour développer notre pays avec toutes les infrastructures que nous mettons en place. Il y a un grand appel à la distribution des produits pétroliers. Cet accord, nous comptons le mettre en œuvre immédiatement. Donc nous repartons vers les États-Unis et dans les semaines qui suivent, nos ingénieurs vont revenir avec nous pour aller à Pointe-Noire, identifier le terrain et discuter avec les partenaires du domaine pétrolier. La création de cette société intègre bel et bien la volonté du gouvernement de poursuivre la politique d'industrialisation du Congo et d'appui à la diversification de son économie en favorisant l'attrait des investisseurs étrangers et également faire du Congo un hub des produits raffinés dans la région du Golfe de Guinée. Sur le plan économique, nous l'avons dit dans les titres, la chaîne des transports respire l'air de la vitalité. Au port autonome de Brazzaville, c'est désormais un partenaire privé, Nocotrans, qui s'occuperait désormais de l'acconnage et de la manutention. Une convention irrélative a été paraphée hier matin à Brazzaville. Du côté congolais, la convention a été paraphée par le ministre des Transports, Rodolphe Adada, et du côté français, par l'ambassadeur Jean-Pierre Vidan. Précision, Alexis de la Rivière. Après 4 mois de balisage de chemin par la commission mixte Necotrans ministère de Transport, en vue de la concession des activités d'acconnage et de manutention du port de Brazzaville au groupe Necotrans, les deux parties ont enfin signé la convention irrélative ce 17 mai 2014 à Brazzaville. C'était en présence du ministre d'État en charge des Transports, Rodolphe Adada, accompagné du ministre de l'État, Gilbert Mokoki, et de l'ambassadeur de France au Congo. Cette convention scelle le partenariat public-privé. À travers ce partenariat, le port de Brazzaville, qui est en cours de réhabilitation, se verra à la fin des travaux, les activités de manutention et d'acconnage être gérées pour une période de 15 ans par le groupe Necotrans à travers la société Terminaux des Bassins du Congo, TBC en sigle. Fasciné par le projet de société du chef de l'État congolais, Necotrans s'engage à accompagner le Congo dans sa politique de modernisation des infrastructures portuaires. Notre groupe sera pour vous un partenaire solide et fiable, décidé à accompagner les ambitions des autorités congolaises en matière de développement économique et social, en particulier en valorisant les infrastructures sur le transport maritime et fluvial. Pour ce faire, le PDG de Necotrans a remis à la partie congolaise un chèque de 2 milliards de francs CFA d'acompte pour sa participation. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre d'État Rodolphe Adada a précisé le rôle que jouera désormais Necotrans dans le port de Brazzaville. Aujourd'hui, nous concrétisons donc cette volonté du chef de l'État. C'est ainsi que l'on voit au port de Pointe-Noire le groupe Bolloré, qui est le concessionnaire du terminal à conteneurs. C'est dans ce cadre aussi qu'il faut voir AERCO,
gérer l'aéroport de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Lombo. Et c'est donc avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui le groupe Necotrans, dont on nous a rappelé les capacités pour le port de Brazzaville. Avec la concession du secteur clos du port, un partenaire privé, le gouvernement de la République s'est résolument engagé à moderniser cette entité et à la rendre plus compétitive grâce aux nouveaux engins de levage qui y seront installés. Merci Alexis de la Rivière. Au niveau du transport maritime, après de gros investissements consentis pour le dragage et la réhabilitation des quais, le port autonome de Pointe-Noire a accueilli mercredi dernier, ceci pour la première fois, un navire transportant près de 6000 conteneurs. L'arrivée de ce géant de mer conforte le Congo dans sa vocation de pays de transit et le port autonome de Pointe-Noire comme première plateforme de transbordement de la sous-région Afrique centrale. En tout cas, sous la direction du ministre délégué chargé de la marine marchande, Martin Parfait Mekoussou Mavungu, la communauté maritime congolaise a salué l'arrivée de ce géant de mer. Précision, Herman Babiessa. C'est dans la matinée de ce mercredi 14 mai 2014 que le bateau l'Air Canada, affrété par la société Delmas, transportant 6000 conteneurs, a accosté au port autonome de Pointe-Noire. Désormais, le port de Pointe-Noire accueillera ce genre de bateau grâce aux travaux de dragage et d'aménagement des quais effectués ces dernières années. Ceci a permis de conforter le Congo dans sa vocation de pays de transit et de faire du port autonome de Pointe-Noire la première plateforme de transbordement de la sous-région Afrique centrale. En ce mercredi 14 mai 2014, l'histoire maritime du Congo s'enrichit d'une date supplémentaire. En effet, avec ses 277 mètres de long et sa capacité d'emport de 6000 conteneurs, le Air Canada, bateau de la flotte CMA-CGM, opérant sur la ligne Asie-Afrique, escale à Pointe-Noire. C'est une première. C'est aussi et surtout le fruit d'un ambitieux programme gouvernemental inscrit dans le projet du chemin d'avenir voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour rendre au port autonome de Pointe-Noire sa vocation historique et faire de ce site exceptionnel un port de transbordement sous-régional. Répondre aux besoins d'un marché en pleine expansion, sous-tendu par un programme ambitieux de développement des infrastructures, du bien-être de la population et de la satisfaction des entreprises, met le transporteur maritime que nous sommes en prise directe avec tous les secteurs de l'économie du pays. Aujourd'hui, CMA-CGM, représenté par son agence Delmas Congo, a révisé ses 5 services réguliers entre Pointe-Noire et l'Asie, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Europe, le continent américain et le bassin méditerranéen. Nous sommes ici pour célébrer l'arrivée de ce premier navire qui effectivement par ses dimensions est le premier à venir avec une capacité de 6000 TEU. Quelques mots sur Congo Terminal, donc c'est 800 mètres de quai à 15 mètres 50, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a un 6000 mais on espère en accueillir des 7000 prochainement. C'est 2 portiques qui sont là et 2 qui vont arriver en fin d'année. C'est 32 hectares d'air de stockage qui seront portés à 38. Pour le ministre délégué chargé de la marine marchande, tout le mérite revient au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a créé les conditions pour que le secteur maritime congolais soit à la croisée des chemins. Je suis en train de revivre un certain mois d'avril de 2009, quand avec M. le Président de la République, nous avions ici lancé les travaux du terminal à conteneurs. Et aujourd'hui, ces choses faites, non seulement nous recevons un navire de cette taille, avec ses 6000 boîtes, mais aussi que nous avons les 800 mètres de quai et qui calent à plus de 15 mètres. Cela est aussi important et cela montre que ceux à qui la tâche avait été confiée devant le président de la République en 2009 va vers les horizons que nous avions tous souhaités. C'est la toute première fois depuis le début de la concession que Congo Terminal accueille un porte-conteneur de cette taille. Voilà, c'était l'arrivée au port autonome de Pointe-Noire le 14 mai dernier
du grand porte-conteneurs, un navire qui transportait 6000 conteneurs au niveau du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons quelques difficultés techniques, alors nous allons aborder donc le dernier virage de ce journal magazine. Il s'agit de la revue de presse. Nous allons découvrir le contenu des journaux de la semaine à travers cette revue de presse que nous propose Christian Gamialo. Cette revue de presse s'ouvre par la réunion des chefs d'État et de délégation de 10 pays africains, membres de la Commission de l'Union africaine chargée de réfléchir sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce sujet, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville numéro 2013 titre à sa une « 10 chefs d'État et de délégation à Oyo ». Le même sujet a fait aussi la une de la semaine africaine numéro 3392 du vendredi 16 mai. Il titre « Présidence de la République ». Oyo a abrité le sommet des 10 États africains sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. À lire à la page 3. Le débat sur le changement ou non de la Constitution se poursuit entre les partisans et les opposants au changement de la loi fondamentale. À ce sujet, la semaine africaine numéro 3391 du mardi 13 mai publie à sa une Denis Sassou Nguesso à propos du débat sur la Constitution. Il n'y a personne qui pourra empêcher un peuple de décider de son destin. Asibiti poursuit le journal. Le président de la République a lancé une véritable mise en garde contre ceux qui promettent le naufrage. À lire à la page 3. Dans le même numéro du bi-hebdomadaire catholique, dans la rubrique Point de vue, à la page 15, Itua et Kamba Elombe déclarent à propos du débat sur la Constitution que le vrai débat n'est pas le changement de Constitution, mais la réforme de l'État. Toujours dans le même journal, à la page 14, il écrit « Dynamique pour le développement du Congo en sigle DDC », un appel pour faire front contre l'initiative de réviser ou de changer la Constitution. De son côté, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville numéro 2012 du mercredi 14 mai publie l'interview de Thierry Lézin-Mungala à propos du débat sur la Constitution. À la page 3, il déclare que la Constitution n'est pas une Bible. Il poursuit, la Constitution actuelle n'est pas adaptée à l'émergence de nouvelles politiques qui permettent d'accompagner l'émergence économique. Toujours sur le même sujet, la semaine africaine numéro 3392 du vendredi 16 mai titre à sa une Thierry Lézin-Mungala, président du comité de suivi de la municipalisation accélérée du département de la Likoumou, la constitution actuelle n'est pas adaptée à l'éclosion de nouvelles pratiques politiques. À lire à la page 3. La semaine africaine publie dans sa rubrique Tribune libre, Mathias Dzan déclare que la modification ou le changement de constitution est un hold-up constitutionnel. À lire à la page 7. De son côté, le manager Horizon numéro 53 titre à sa une la constitution congolaise du 20 janvier 2002 doit être simplement changée et non modifiée, dixit Fernand Mamona. L'intégralité de cette interview est à lire à la page 4. Sur ce débat, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville numéro 2013 du jeudi 15 mai écrit à la page 2 Débat sur la Constitution, le collectif Sauvons le Congo s'oppose à l'idée du changement. Un autre fait de l'actualité, c'est l'opération Bataille à Bakolo. À ce sujet, manager Horizon numéro 53 publie à sa une Opération Bataille à Bakolo, le général Jean-François Ndengue perd 3 éléments dont 2 capitaines et un sergent-chef. À lire à la page 10. Les assassins des éléments de la force publique ont été rattrapés et tués. À propos, la semaine africaine numéro 3391 du mardi 13 mai écrit RD Congo, Congo-Brazzaville, réfugié au Congo-Brazzaville, le rebelle Oudjani tué dans des incidents qu'il a lui-même provoqués. À lire à la page 3. Toujours sur ce sujet, mais au niveau des deux gouvernements, Manager Horizon numéro 5 publie à sa une Diplomatie Kabila demande à Sassou Nguesso de suspendre l'opération Bataille à Bakolo pour une solution apaisée. À lire à la page 5. De son côté, le migrant numéro 2 écrit Sécurité publique, l'opération Bataille à Bakolo se poursuivra, a déclaré Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Bouclons cette revue de presse par la page sanitaire. Selon le quotidien Les Dépêches de Brazzaville numéro 2, médicaments prennent de l'ampleur dans les hôpitaux. À lire à la page 9. Pendant que la vente illicite de médicaments est signalée dans nos hôpitaux, le centre hospitalier et universitaire écrit le quotidien Les Dépêches de Brazzaville numéro 2
2012 pense à la création d'une unité de veille des effets indésirables des médicaments. À lire à la page 8. Merci, Christian. Communication, d'une manière générale, les communicateurs sont en deuil et de façon particulière Télé Congo qui est en deuil, qui pleure depuis ce matin. Notre consoeur Marie-Jeanne Gantio, caméra-woman à Télé Congo, qui nous a quittés ce matin à la suite d'une très courte maladie. L'équipe de ce journal magazine et la télévision nationale congolaise Parmawa présente ses condoléances à la famille éprouvée. Fin du journal magazine. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue française, c'est à 20h. À 20h, vous serez avec Boris Lilo Ibarra. L'équipe de Marc 60 vous dit infiniment merci et vous fixe rendez-vous pour dimanche prochain, 13h. Bonne suite des programmes sur Télé Congo.